Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des crêpes magiques. La matière grasse utilisée pour la cuisson des crêpes et des galettes est souvent négligée, tant par les professionnels que par les particuliers. Même si les quantités utilisées sont faibles lorsque l'on graisse la plaque, les considérations pratiques et financières l'emportent à tort sur l'importance de choisir une bonne matière grasse à même de préserver la santé des clients et des collaborateurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'huile végétale, du beurre clarifié, du saindoux et du cas particulier du culottage de la crêpière. Presque toutes les huiles végétales peuvent être utilisées pour la cuisson des crêpes et des galettes. Mais il faut faire attention à trois choses. Tout d'abord, son goût doit être neutre, ce qui n'est par exemple pas le cas de l'huile d'olive. Ensuite, son coût doit être économiquement viable. Et quand on voit qu'il y a des huiles comme l'huile d'avocat à 20-25 € le litre, eh bien on se dit que ce n'est pas forcément le meilleur des choix. Et le troisième critère qui est extrêmement important, c'est que lors de l'utilisation de cette huile, vous ne devez en aucun cas dépasser son point de fumée. Et pour parler de ce point de fumée, qui vraiment, je l'insiste, est le cœur de cette vidéo aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à Dunkerque pour être reçu par une experte de la société Le Sieur. Bonjour Catherine. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup de nous recevoir à Dunkerque. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'entité dans laquelle nous nous trouvons et ce que vous y faites ? Eh bien, nous accueillons aujourd'hui la société Le Sieur, qui était une société créée en 1908, qui compte 5 sites de production en France, dont le siège à Paris, qui rassemble un peu plus de 660 collaborateurs et qui est le leader français de l'huile de table. Et que faites-vous exactement dans cette belle société que nous connaissons tous ? Et je travaille depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant. J'ai rejoint l'équipe développement produit de Le Sieur et je travaille au quotidien à l'amélioration et au développement de nouvelles recettes d'huile. Waouh, donc vous êtes une sorte de chimiste ? D'apprenti chimiste. D'apprenti chimiste. Alors justement, je me permets de vous poser cette question parce qu'on a de grandes interrogations sur l'huile végétale. J'aurais une question fondamentale à vous poser, Catherine. Qu'est-ce que le point de fumée ? Alors, le point de fumée, c'est la température à partir de laquelle la matière grasse, l'huile, va émettre de la fumée de façon constante. Comment calcule-t-on ce point de fumée ? Alors, ce point de fumée, il n'existe pas de méthode à proprement parler officielle pour le calculer. On le mesure tout simplement en mettant en œuvre de l'huile dans une poêle et en prenant la température à partir de laquelle on constate l'émission de fumée. C'est un point compliqué à mesurer, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de méthode officielle, puisque ce point de fumée va énormément varier en fonction de la source variétale, de la graine dont est issue l'huile. D'accord. Va varier aussi en fonction du climat qui va changer d'une année à l'autre. Mais il va varier aussi en fonction de la transformation que va subir ou non l'huile, c'est-à-dire la différence entre une huile raffinée et une huile vierge. D'accord, donc je viens enfin de comprendre pourquoi lorsqu'on fait quelques recherches sur Internet pour une même huile donnée, prenez une huile, une huile de tournesol, on va se retrouver avec des valeurs qui sont différentes d'un tableau à l'autre. C'est ça l'explication ? C'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi qu'en général, le point de fumée, c'est une petite plage de différentes températures plus qu'un point très précis. Voilà. D'accord, donc c'est une sorte de moyenne, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Exactement. D'ailleurs, on a préparé ce petit tableau qui présente pour chacune des huiles qui sont les plus communément utilisées, les différents points de fumée, c'est-à-dire la température à laquelle il y a émission constante de fumée, avec, on remarque ici bien, la différence entre une huile non raffinée, où les points de fumée sont relativement bas, et ici, dans cette deuxième colonne, le point de fumée pour les huiles dans leur version raffinée. Alors je vois que par exemple, que pour l'huile de tournesol, on a une différence qui est notable, puisqu'on a un point de fumée qui est atteint à 107 degrés avec une huile non raffinée,
et 227 degrés pour une huile raffinée. Voilà. Donc on a quand même une très grande différence. Le point de fumée d'une huile raffinée est toujours supérieur au point de fumée d'une huile non raffinée. Ok. Voilà. Alors je vois également, Catherine, qu'on a aussi de grandes différences entre une huile à l'autre. On s'aperçoit que l'huile d'avocat a un point de fumée, là on va vous parler que des huiles raffinées, qui est atteint à 271 degrés, donc ce qui est beaucoup, une température que l'on n'atteint jamais lorsqu'on fait des crêpes et des galettes. On a le beurre clarifié qui est à 252 degrés, c'est également très confortable. L'huile d'olive extra légère à 252, l'huile de colza à 240 et après c'est du 232 degrés. Exactement. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment, parce que je suis quand même assez curieux, en quoi consiste le raffinage d'une huile végétale? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que fabricant, pour réaliser ce tour de magie? Alors, nous recevons ici sur le site de Le Sieur une huile, ce qu'on appelle une huile brute. C'est-à-dire c'est une huile qui a été extraite directement de la graine par pression, on écrase la graine et il y a l'huile qui sort. Donc nous recevons cette huile brute et nous allons la raffiner. Qu'est-ce que le raffinage? C'est tout simplement enlever toutes les petites impuretés qui va rester qui va rester dans l'huile une fois qu'elle va être extraite de la graine. Alors j'aurais une autre question. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre atteindre le point de fumée et dépasser le point de fumée de 20 degrés par exemple. Alors non. À partir du moment où la température, comme on l'expliquait, de sa définition d'émission de la fumée est atteinte, il n'y a pas de différence entre de dépasser de 1 degré ou de dépasser de 20 degrés cette température, la fumée va être émise. Ok, donc il faut rester en dessous. Il faut rester en dessous. Voilà. Il n'y a pas de zone de tolérance. On espère toujours quand on fait la cuisine. Vert, on se dit orange, rouge. Bon allez, 1 degré de plus, est-ce que ça va changer quelque chose? D'accord. Donc une fois que c'est atteint, ça fume. Voilà, c'est vert ou rouge. Bon c'est très clair. La question évidemment qui me vient à l'esprit maintenant est de savoir quel est le risque pour la santé que de dépasser le point de fumée. Alors à partir du moment où on émet de la fumée, c'est bien sûr un signe d'alerte et c'est à partir de ce moment-là où va y avoir des réactions chimiques et bien évidemment la création de composés toxiques ou mauvais d'un point de vue odeur ou goût. Ça va détériorer la qualité nutritionnelle, organoleptique et de santé de l'huile. Ouais, donc on a vraiment tout intérêt à ne jamais dépasser le point de fumée. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Exactement. J'avais lu après, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y a même potentiellement la création de composés qui peuvent être cancérigènes. Exactement. Donc on est sur des sujets importants, notamment lorsqu'on est un crêpier professionnel. C'est quand même une question qu'on peut se poser, tout simplement de santé, d'hygiène, de médecine du travail en quelque sorte. Et voilà, c'est aussi un point, moi, qui m'importe à être partagé aujourd'hui avec vous, c'est de se poser la question de la conséquence pour le crêpier professionnel de dépasser le point de fumée lorsqu'il va utiliser, par exemple, de l'huile de tournesol à 240 degrés. Venons-en au conseil, puisque en tant que fabricant, vous avez bien entendu une connaissance parfaite de vos produits et de ses usages. Alors, on va se mettre dans la situation, Catherine. Je suis client Le Sieur. Je voudrais réaliser des crêpes sucrées à la farine de froment. Quelles sont les huiles que vous pouvez me recommander? Voilà, sachant que quand vous faites des crêpes de froment, la température atteinte est de 200 degrés. Très bien. Voilà. Là, la majorité des huiles que Le Sieur propose, l'ensemble des huiles que Le Sieur propose peuvent convenir, puisque 200 degrés, pour toutes ces huiles-là, le point de fumée n'est pas encore atteint. Et pour ce qui est des galettes de sarrasin, donc je rappelle qu'on on va utiliser de l'huile pour cuire nos galettes, pour graisser la plaque. On va dire entre 10 et 15 grammes. J'ai fait mes petits calculs. C'est à peu près ce qu'il faut pour avoir une plaque qui est bien graissée. C'est une grosse cuillère à soupe d'huile environ. Donc on va cuire ces galettes à la température de 240 degrés. Qu'auriez-vous à nous conseiller en sachant qu'on est quand même dans le haut
des points de fumée. Hein. Oui, oui, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure dans le tableau. Ouais. Oui. Ça se voit très très clairement sur le tableau. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller comme huile végétale? Comme huile. Alors l'huile qui va convenir pour cette utilisation à 240 degrés, c'est l'huile de colza. Donc notre marque Fleur de Colza, composée à 100% d'huile de colza. Mais Catherine, merci 1000 fois pour toutes ces informations. Merci à vous, Bertrand. Leçon d'huile. Et pour terminer avec l'huile végétale, inutile de vous dire que je déconseille toutes les alternatives pas très traditionnelles, comme celle que j'ai trouvée dernièrement chez Metro, qui est une mystérieuse huile de colza, de tournesol, aromatisée au beurre. La transition est toute faite avec la deuxième matière grasse à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais maintenant vous parler du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est un beurre qui a été fondu pour pouvoir enlever la caséine et le lactosérum, également appelé petit lait. En effet, le point de fumée du beurre frais est de 120 degrés seulement. Autant vous dire que vous ne pouvez vraiment pas l'utiliser pour faire des crêpes et des galettes. En revanche, une fois clarifié, le point de fumée passe à 252 degrés. Autant vous dire que vous êtes absolument tranquille pour vos cuissons. Il y a aussi d'autres avantages à utiliser du beurre clarifié. Tout d'abord, il reste liquide au-dessus de 25 degrés. Donc son utilisation est très facile puisque vous n'avez pas besoin de le réchauffer en permanence. Lorsque vous faites vos crêpes et vos galettes, il est, on va dire, naturellement liquide. Ensuite, il se conserve plusieurs semaines à température ambiante dans un bocal hermétique. Donc c'est quelque chose de très facile d'usage. Et puis dernier point, comme il ne contient ni caséine ni protéines de lait, donc lactose, eh ben, il est tout à fait adapté pour les intolérants. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant dans votre carte en disant que vous pouvez faire des crêpes traditionnelles bretonnes au beurre, mais qui sont tout à fait adaptées aux personnes qui sont intolérantes au lait. Le dernier avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est que comme son point de fumée n'est pas atteint, eh bien, par définition, vous n'avez que très très peu de fumée. Et c'est utile notamment à ceux d'entre vous qui travaillent avec une extraction qui n'est pas complètement réglementaire, qui font donc beaucoup de fumée avec de l'huile de tournesol et qui n'en font plus en utilisant du beurre clarifié. En Inde ou au Moyen-Orient ou encore au Maghreb, comme au Maroc, on utilise très souvent du beurre clarifié dans la cuisine traditionnelle. On appelle ça du ghee, G-H-E-E. Et il se trouve également dans le commerce en France, d'une part chez Metro, vous l'avez en doux et en beurre de micelle, et sinon dans toutes les épiceries avec des produits exotiques. Je vais vous apprendre maintenant comment faire ce beurre clarifié chez vous ou bien dans votre cuisine avec ce petit tuto. Faites d'abord fondre du beurre à feu très doux dans une casserole ou au bain-marie pendant au moins un quart d'heure et surtout sans remuer. Dans cette recette, j'ai utilisé 500 g de beurre. Lorsque le beurre est fondu, retirez avec une cuillère ou une écumoire la mousse blanche contenant la caséine qui s'est formée à la surface. Maintenant, versez le beurre dans un récipient qui est long comme un verre doseur. Vous obtenez environ 500 g de beurre fondu qui se compose de 430 g de beurre clarifié sur la partie supérieure et de 70 g de petit lait au fond du récipient. On transvase alors le mélange pour récupérer le beurre clarifié. Je dois maintenant vous préciser deux choses sur le beurre clarifié. Tout d'abord, si vous clarifiez du beurre de micelle, il va perdre une grande partie de son sel lors de l'opération. Alors je ne sais pas si c'est le sel qui s'en va avec la caséine et qui finit dans l'écumoire ou bien est-ce qu'il repart avec le petit lait. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il faut mettre du sel si vous souhaitez avoir du beurre clarifié de micelle. Quelle quantité? Entre 1 et 2 grammes par 100 g de beurre clarifié. Vous mettez, si possible, de la fleur de sel pour que ça puisse se dissoudre de manière optimale.
dans l'huile qui vous reste et vous serez tranquille. L'autre chose quand même, c'est que le beurre clarifié a un goût qui est assez particulier. Alors certains vont dire que c'est un goût de noisette. Moi personnellement, je suis un peu moins flatteur. Je dirais que c'est une sorte de goût un petit peu rance. Mais ça, c'est quand vous utilisez le ghee, vous mettez une pointe de couteau et puis vous goûtez. Vous allez voir, c'est un goût qui est un peu spé. Une fois que vous l'avez incorporé, par exemple, sur votre galette, on voit aucune différence. On a vraiment uniquement le goût du beurre qui ressort. Je vous invite donc à faire un petit test pour être certain que vous êtes totalement conquis par le ghee. Maintenant, penchons-nous sur la troisième matière grasse de cette vidéo, c'est le saindoux. Alors, le saindoux, c'est la matière grasse historique pour faire des crêpes et des galettes en Bretagne. Je vous propose un très court retour sur la fête de la crêpe de l'été 2023 à laquelle j'ai participé à Gourin, près de Quimper. Et durant 3 jours, on a eu 350 bénévoles qui ont fait 18 000 crêpes et qui ont graissé leurs plaques avec du saindoux. Alors donc, ici, on ne travaille pas comme j'en ai l'habitude puisqu'on va utiliser un petit peu de saindoux, sauf erreur. Je crois que c'est du saindoux, on est d'accord? C'est du saindoux. Ok. Ça culotte bien la... D'accord. D'ailleurs, ça se sent, ça sent un peu les lardons là, pour tout dire. À titre personnel, je vous déconseille d'utiliser du saindoux dans votre crêperie. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est que le point de fumée est de 210 degrés à peine. Autant vous dire que ça ne passera pas pour la réalisation de vos galettes. La deuxième raison, c'est que en 2024, on a un certain nombre de clients qui, pour des motifs religieux ou bien éthiques, je pense notamment aux véganes, ne souhaitent pas de matière grasse animale dans leurs galettes. Les puristes maintenant vont aussi me dire « Ah ouais, très bien Bertrand, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait son culottage ?» Alors, c'est vrai que je voulais terminer la vidéo sur ce point, tout simplement parce que le culottage s'effectue à une température comprise entre 250 et 270 degrés. Vous verrez sur les notices de Crampouze que ces températures ont été conseillées. Donc dans le temps, c'était 270. Maintenant, avec la nouvelle gamme, depuis 2022, ils sont passés à 250. Mais dans tous les cas de figure, on est encore au-delà de nos 240 degrés pour les galettes. Alors, bien entendu, vous me connaissez, j'essaie de bien faire les choses sur cette chaîne. J'ai contacté la société Crampouze et je leur ai posé la question de la matière grasse qu'ils préconisent pour effectuer le culottage de leur matériel. La réponse est extrêmement claire. Tout d'abord, pour eux, le point de fumée n'a pas d'impact sur le culottage. Deuxièmement, la matière grasse qu'ils préconisent est de l'huile de tournesol pour un résultat optimal. Ensuite, ils ont précisé, et je le comprends parfaitement, je l'avais également dit moi dans ma propre vidéo sur le culottage, que le culottage doit s'effectuer sous une hotte ou bien à l'extérieur ou dans un espace qui est très bien ventilé pour justement empêcher l'inhalation des fumées durant les 90 minutes de la réalisation du culottage. Et puis, j'aurais posé encore une toute dernière question sur est-ce que la plaque, une fois qu'elle a été culottée, est apte au contact alimentaire? Ou autrement dit, une fois que j'ai culotté ma crêpière pendant 90 minutes, est-ce que je peux manger la première crêpe? Et la réponse est extrêmement précise, c'est oui. Donc ils ont des laboratoires spécialisés qui ont analysé ce qu'ils appellent l'alimentarité de la crêpière à l'issue du culottage, et donc il n'y a aucun problème, aucune question à se poser. Vous pouvez vous régaler de cette première crêpe ou galette. Maintenant, je pense avoir fait le tour du sujet. Vous savez quoi faire lorsque vous allez pour la prochaine fois faire vos commandes ou bien vos achats si vous allez en grande distribution. Donc vous savez ce que vous allez acheter comme matière grasse. Je vous souhaite en tout cas de très belles crêpes et galettes. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le monde fantastique des crêpes, des galettes et également des gaufres. À très bientôt, salut!